Salut à tous, c'est Karim Debache. J'espère que vous allez bien. Je bois du café en écoutant du Kirk Douglas. Parce que ça fait pas plaisir. Vous écoutez la bande originale du film 20 000 lieues sous les mers, adaptation du roman de Jules Verne. Et vous écoutez Kirk Douglas qui, dans le film, chante en compagnie quand même du Notary. C'est un truc qu'on a trop souvent oublié. Alors je précise par rapport à ma dernière anecdote, Lotari ne chante pas. Lotari ne chante pas, mais elle est à côté, elle se dandine. Tandis que Kirk Douglas fait de la musique avec, si je ne m'abuse, une guitare qu'il a fabriquée avec une tortue morte. Enfin, une carapace de tortue, je crois. Et effectivement, c'est quoi? Alors non, j'ai pas vu le film R. Attends, je baisse un petit peu le son. Même si cette chanson est fantastique, hein, Trident Night, effectivement c'est l'ouverture de Zodiac. Déjà, je réponds à ça. C'est bien sûr la première chanson qui va avoir un rapport Zodiac avec les films qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pensé à ça. C'est une super intro. Et non, j'ai toujours pas vu R, donc qui est un film sur l'histoire des Jordan R. Voilà. Et j'ai pas vu Tetris non plus. Alors, on me pose la question de... est-ce que j'ai vu le film R avec un H? Oui, ça par contre j'ai vu, fantastique comédie musicale. Non, alors on me parle aussi de comment s'appelle-t-il du film Chevalier du Zodiaque. Ça, j'hésite un petit peu. J'hésite un petit peu parce que je me dis, là, il y a potentiellement un vrai nanar à l'intérieur. Mais j'irais de façon... comme un connard, et j'aime pas trop faire ça en fait, aller au cinéma pour voir des trucs mauvais. J'ai pas encore vu non plus le docu sur Michael J. Fox. Ah, c'est chaud. Si vous avez pas vu la bande-annonce des Chevaliers du Zodiaque, ouais, c'est tendu hein, quand même. C'est tendu. C'est fou qu'il soit parti sur ce délire-là. En fait, je sais pas à qui ça intéresse vraiment, je ne sais pas. Malandrayo, tu as regardé Frankenhooker hier soir. Grand bien t'en face, Malandrayo. J'ai le Blu-ray de Frankenhooker. Et on est en live, nous dit le timer. J'aurais pu lancer ce live un petit peu avant. Hein. Je vous avoue que j'étais juste là en train de regarder vos commentaires, en sirotant mon café. Salut à tous, c'est Karim Debache et voici mon visage. J'espère que vous allez bien. Qui est flou? Qui est flou? Je suis flou de vous. Est-ce que je suis beau? Non, vite fait. Vite fait, j'ai les cheveux un peu gras. Mais j'espère que ça va bien. Alors déjà, bonjour à tous. Vous avez été encore une fois hallucinamment généreux. Ça va, le son est pas trop fort. Vous avez été hallucinamment généreux pendant ce début de live. Donc il faut que immédiatement que je remercie des gens puisque vous êtes choupinou pinet du cul. Alors attendez, bougez pas. Donc on commence par Fantasmagorie. Qui offre un sub à Grand Pop Zion et à Ipsy84. C'est très gentil à toi. Tu es d'une générosité hallucinante, Fantasmagorie. Et bienvenue à vous deux, les amis, qui nous rejoignez grâce à la générosité de Fantasmagorie. Bienvenue à toi aussi. Non, pas bienvenue à toi, mais merci à toi aussi, en fait, Mahomea, puisque tu offres 5 subs. Donc, tu as décidé de battre le record du jour entamé par Fantasmagorie. Tu les offres à Clément Bap, ou Bappé, je ne sais pas, à Rox Buckaroo. Peut-être est-ce une référence à Buckaroo Banzai, un film que j'adore, dont un jour je parlerai, je pense un jour je ferai un live spécial sur ce fantastique film. Merci à toi Daegil, merci à Monsieur Lardon aussi, merci à DJ Mickey. Enfin non, bienvenue à tous, pas merci, je suis désolé, mais c'est dans la liste du truc, parfois je vous remercie alors que je devrais pas. Vous avez juste été invité, on vous a fait des cadeaux, donc c'est plutôt à vous de dire merci. Donc n'hésitez pas à dire merci à Mahomea, qui lui mérite tous les remerciements du monde. El Rinao aussi, merci beaucoup pour toi. Tu me dis 3 mois sur Twitch, 3 mois de Karim, et c'est effectivement ton 3e mois de sub. J'espère que tu te plais ici, on va vivre plein de belles aventures aujourd'hui, je pense, j'espère. Aujourd'hui, c'est un live cinéma, je vous préviens tout de suite, parce que j'ai la flemme de jouer à des jeux vidéo en ce moment, je regarde plein de films, donc ce serait cool qu'on fasse... de toute façon, j'ai envie de parler de cinéma en ce moment, je vais continuer à parler de cinéma, c'est sympa. Le Lapin de 3, merci beaucoup à toi pour le 13e mois de sub, tu es un vieux de la vieille désormais, tu me dis à l'homme qui me fait encore plus aimer le cinéma, longue vie à Karim Premier, merci beaucoup à toi. Eh bien, reste, parce que si tu aimes, quand je parle de cinéma, tu vas être aux anges, d'autant qu'aujourd'hui, j'ai à faire découvrir j'ai au moins 2 films super bien et
pas si connus que ça, je pense, à vous faire découvrir. Donc je pense que vous allez kiffer votre race. Donc voilà. Donc je t'embrasse très fort. En tout cas, merci à toi, le lapin de 3, tu te déchires. Chapouito aussi, merci infiniment à toi pour ton 9e mois d'abonnement. Que me dis-tu? Tu m'as dit bonjour à tous, être plus beaux les uns que les autres. Oui, mais ça, c'était. Tu as dit ça avant de voir mes cheveux gras. Merci à toi, Flying Chocobo, qui dit je suis allé voir Mad God grâce à tes streams. Quelle expérience, merci. Écoute, de rien, tout le plaisir est pour moi. Si je peux te faire quelques cauchemars supplémentaires, si tu dormais trop bien, bah voilà, grâce à moi, maintenant, tu peux te réveiller à 5h du matin en sueur et commencer ta journée dans la bonne humeur. Merci beaucoup à toi aussi, Polo, 7500 pour ton 9e mois de sub. On a un petit bébé ensemble, je t'embrasse très fort. Et merci infiniment à toi, le lapin de 3, qui embraye après le cadeau qu'il s'offre à lui-même en offrant plein à plein de gens comme ça, puisqu'il offre 10 subs. C'est énorme. Merci beaucoup à toi. À Afro Shiroyasha, à Xenoshiro, à Zenki, à Saruman le vrai. Y en a-t-il info? À Kibioto, à Blackbird 4, à Aklago, à Usamask, à Korai et à Bouzika. Bienvenue à vous tous les amis, n'hésitez pas à remercier le lapin de 3 qui est gentil comme tout malgré le piège qu'il contient en son sein. Merci à toi The Grinch pour le Prime Tu déchires et merci à Mordicator pour le 9e mois d'abonnement. Toi aussi ça te fait un petit bébé et merci également à Caillou Boiteux qui file son sub, son Prime parce que ça fait super plaisir et que vous êtes hyper généreux. Alors comment ça va? Tranquille la famille? Moi j'ai vu plein de films et donc en ce moment je suis dans une phase de tiens, et si je parlais de cinéma, ça a l'air de vous plaire, vous avez l'air d'être heureux parfois de découvrir des films, même quand ils sont chelous comme Mad God. Vous pouvez aller les voir en salle et ensuite vous dire putain, j'ai vu ça grâce au stream de Karim Debache, les meilleurs streams de tous les temps. Donc je me dis pourquoi pas continuer. D'autant qu'en fait, ça relance mon intérêt parfois pour des cinéastes, parce que là, ça va être un peu le thème d'aujourd'hui, qui est en rapport évidemment avec le titre de ce stream, et un peu, et à moitié finalement, avec les musiques que je vous ai fait écouter lors de ce début de stream. Mais en fait, le fait de parler de films, bah, ça me fait me dire, tiens, j'ai envie d'en regarder d'autres, et donc j'en regarde d'autres, et après je vous en parle, et après j'en regarde d'autres, et au final, on va tous être très forts en cinéma si ça continue. Ça va être super. Je vous ai promis, il y a de cela maintenant bien des lunes, de faire des streams sur Evil Dead, pour un peu l'occasion de la sortie du dernier opus de la saga. On le fera, hein, c'est pas oublié. C'est juste que j'ai eu la flemme, enfin j'ai regardé plein d'autres trucs, et je me suis pas rematé les Evil Dead, parce que je suis une merde. Mais voilà. Mais après, je les connais bien, mais je préfère quand même les remater avant d'en parler pour être un peu sérieux quoi. Donc je peux... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Putain, il y avait le son de Spotify qui continue à tourner. Ah non, c'est juste j'ai refait play. Attendez, je coupe Spotify, voilà. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai envie de les revoir pour pouvoir en parler un peu correctement. Je peux vous dire que d'ici probablement ce week-end, je pense qu'on fera un stream sur, et c'est l'occasion pour vous de faire des devoirs, sur au moins le premier Evil Dead. Je pense qu'on va commencer simplement par le premier Evil Dead. En fait, j'avais pour ambition de commencer sur un autre film, qui n'est pas un film de la saga Evil Dead, mais qui est un peu lié. Mais le problème, c'est que je veux absolument écouter les commentaires audio qui sont sur le Blu-ray de ce film en question, que je n'ai toujours pas reçu. Et je ne vous dis pas quel film c'est, on en parlera plus tard. Mais du coup, je pense qu'on va commencer plutôt sur le premier Evil Dead, ça sera sympa. Et potentiellement, pourquoi pas sur Within the Woods, qui est le court-métrage qui donne du coup Evil Dead un peu plus tard, un des premiers enfin non, même un des derniers en fait, court-métrage de Sam Raimi, mais qui en tout cas est un peu le précurseur de la saga Evil Dead Within the Woods, qui n'existe qu'en qualité dégueulasse malheureusement, mais qui permettra de façon assez intéressante de faire un comparatif entre le premier film produit officiellement par Sam Raimi, qui est Evil Dead, sous la forme d'un long métrage, et la version court juste avant. Je pense que ça peut être intéressant. Donc si vous avez envie de savoir de quoi je parle, peut-être ce week-end ou peut-être la semaine prochaine, je sais pas encore quand, mais quand je parlerai de Evil Dead, n'hésitez pas à faire des devoirs et à regarder Evil Dead le premier. C'est pas vraiment un devoir compliqué, c'est absolument génial. Et Within the Woods, qui est pas ouf, mais qui est quand même très intéressant pour comprendre ce qu'est Evil Dead. Voilà, ils ont fait d'autres courts-métrages avant, mais je les ai pas vus et je sais pas si je vais avoir moyen de les voir avant, donc je sais pas si on en parlera. Voilà, et n'hésitez pas d'ailleurs à regarder tous les Evil Dead, en fait, même y compris le Rise, dont je suis pas un grand fan. Pourquoi pas, ça vaut le coup. Mais donc du coup, aujourd'hui, on ne va pas parler de Evil Dead. Aujourd'hui, on va parler... Alors en gros, j'ai deux thèmes. Je me dis, et aucun avec Patrick Sébastien. J'ai deux thèmes. Je me dis, deux thèmes, c'est bien parce que ça permet de faire une première partie. On fait une pause, on regarde des bandes annonces, des trucs, et ensuite on fait une deuxième partie qui sont plus ou moins articulés autour de deux films. Là, en l'occurrence, un peu comme la dernière fois, si je ne m'abuse, mais ça va être un film un peu récent et un film un peu plus old school, même un peu vieux en fait. Et c'est aussi l'occasion de... en fait, c'est trois films. Mais il va y avoir une première partie sur deux films, en gros, et une seconde partie sur un seul film.
Mais du coup, ça va me permettre aussi de répondre à des questions, parce que parfois, vous me prenez un peu au dépourvu. Oh putain, mais vous êtes d'une générosité hallucinante, vous êtes en train de faire plein de dons. Je vais vous remercier dès que j'aurai fini cette petite introduction. Mais du coup, en fait, vous me prenez un peu au dépourvu parfois en me posant des questions, et je suis obligé de donner des réponses, mais sans y avoir trop réfléchi, et à chaque fois, après mes streams, je me dis, mais non, ça aurait été une meilleure réponse à leur donner. Vous m'avez par exemple demandé, lors de mes derniers streams, je ne sais plus à quelle occasion, je crois que c'était quand je jouais à The Reaper, ou à Reaper, vous m'avez demandé, tiens, c'est quoi ton film noir préféré, ou est-ce que tu n'aurais pas un super film noir à conseiller? Et donc tout de suite, ce qui m'est venu, c'était l'Ultime Razia, parce que j'étais dans ma période Kubrick. Mais après, en fait, le stream, je me suis dit, mais non, j'avais mieux à répondre, un film moins connu que l'Ultime Razia, et je trouve meilleur, plus intéressant. Et donc ça va être, je vous le conseillerais, donc on en parlera dans pas longtemps, en plus d'un réalisateur que j'adore et dont on va encore converser aujourd'hui. Et pareil, la dernière fois, vous m'avez demandé c'est quoi ton premier film préféré, c'est-à-dire le premier film d'un réalisateur préféré, ce à quoi j'ai dû répondre, je crois, Citizen Kane, ce qui est une évidence qui est trop évidente du coup, et La Balade sauvage de Terrence Malick, alors qu'en fait, qui sont des films très connus, et je me dis, il y avait des gens ont cité Duel et tout, mais je me dis en fait, pourquoi pas vous conseiller d'autres films. Alors j'ai un doute maintenant sur le fait que c'est un premier film. Je crois que c'est un premier film. En tout cas, c'est peut-être un deuxième film. Mais il y a un premier film que je trouve absolument génial, qui est très intéressant et qui est un peu lié thématiquement à un film qui vient de sortir d'ailleurs, et dont je voulais vaguement discuter avec vous. Cette conversation-là sera assez informelle parce que j'ai pas trop révisé sur ce film-là. Mais par contre, le film noir, je l'ai bien en tête et je pense qu'on peut discuter de plein de choses très intéressantes autour de ça. Voilà. Et du coup, le troisième film qui est lié thématiquement à ce que je viens de dire, c'est du coup j'ai vu Misanthrope, donc on va pouvoir parler de Misanthrope. Il tisse trop, c'est terrible. Jean Boide, effectivement, c'est du Bourbon. Non, c'est faux, c'est du café. Donc, du coup, je vais juste rapidement remercier les gens. Ça sera à la fin de mes remerciements. Et ensuite, je vais amorcer. Alors, je ne sais pas par quelle thématique j'ai envie de commencer. On va voir. Je pense qu'on peut. On va voir. On va peut-être Misanthrope. Voilà, on commence par le film récent. Ça peut être intéressant. Je vais vous montrer le trailer de ça. Mais avant toute chose, je vais donc remercier les gens qui ont sub pendant mon long monologue un peu chiant. C'est pas ouf. Alors, merci beaucoup à toi, Zinedine Tizane, qui a quand même un pseudonyme absolument incroyable. Stream qui commence dès que je termine le boulot. C'est pas un hasard, je te surveille depuis des années. Le monde est bien fait, non? Oui. Merci à toi, Spider Saturn, fantastique araignée planète que j'aime, pour ton 4e mois de sub. Merci à toi, Lohengrin Ismelung, qui me dit j'ai été voir Mad God grâce à toi, c'était différent. C'était la seule promesse que je te faisais par rapport à Mad God. Merci à toi, Stage69, qui dit coucou, rematez le 1 et le 2, faut s'accrocher quand même pour le 1. Tu parles de Evil Dead? Moi, j'adore le premier Evil Dead. On en discutera dès lors qu'on discutera d'Evil Dead, mais je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Damoclès 1984, son pseudonyme est complètement dystopique. Tu me dis salut Karim, quel plaisir de retrouver ton débit, à chaque stream. J'ai un gros débit. Merci à toi, Patacrep, pour ta générosité et ton style et ton élégance. Tu me dis, je ne sais pas quoi écrire, mais cœur sur toi comme d'hab. Je t'embrasse très fort. J'espère que tu vas bien, que c'est la teuf pour toi. Loutino, que me dis-tu avec tes 2 mois de sub? Tu me dis, depuis le temps que je t'écoute parler ciné, merci pour tout. Écoute de rien, tout le plaisir est pour moi. Pas d'accord, qui dit, salut les amiches. On va peut-être parler un peu d'Amish aussi dans ce stream. Tu vois, c'est tout à propos ton remerciement. Ton bonjour, pardon. LAFR, tu me dis bonjour, merci, c'est ton 7e mois de sub. Je te fais des gros bisous. Et Cuche, tu me dis 12 hommes en colère, c'est bien comme premier film. Non, effectivement, ça aurait été tout à fait une réponse correcte. Premier film préféré, 12 hommes en colère de Ciné Lumet, qui est un chef-d'œuvre, d'ailleurs réalisé par un des plus grands cinéastes de tous les temps, mais qui est aussi un peu connu comme très grand premier film. Peut-être pas autant que Citizen Kane, mais pas très loin finalement. Alors que non, il y a encore plus fifou qui n'est pas mon premier film préféré, mais qui est super cool et que je pense je sais pas s'il est oublié ou pas. Bah vous me direz, voilà, si vous connaissez ou si vous le découvrez. En tout cas, ça va être super intéressant. Bon bref. Donc du coup, Misanthrope, je vais vous trouver la bande-annonce. Donc qu'est-ce que c'est Misanthrope? C'est le dernier film du réalisateur des Nouveaux Sauvages, dont j'oublie tout le temps le blaze, parce que je crois qu'il a fait en tout 4 films. Attendez, je vais retrouver son blaze pour pas être un connard. Ah, les bâtards, ils mettent le nom des acteurs, ils mettent pas le nom du réalisateur. C'est quand même pas très sympa, quoi. Je vais vous le trouver. C'est Damian, et voilà, ça aussi, c'est que j'ai beaucoup de... Damian Sifron. Damian Sifron.
Ça s'écrit Damian et Szifron. C'est un cinéaste argentin, donc je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Je sais en tout cas que je trouve son cinéma très sympathique, même si j'ai vu en fait que la moitié de sa filmographie, parce que j'ai vu que Les Nouveaux Sauvages et du coup Misanthrope. Attendez, alors ça c'est la bande-annonce en VF. On va pas faire ça, on va peut-être la mettre en VO. Mais en VO, ça n'a pas le même nom. C'est To Catch a Killer, attraper les tueurs. To Catch a Killer. C'est évidemment pour ça que je mettais aussi la bande originale entre autres. C'est entre autres pour ça que je mettais la bande originale de Zodiac, parce qu'il y a quelque chose moi qui m'a sauté aux yeux comme référence. Alors attendez, official trailer de To Catch a Killer. Donc il y a deux blazes qui s'appellent To Catch a Killer et qui s'appelle aussi Misanthrope, qui est donc un film qui est sorti très récemment et qui vraiment que j'ai trouvé très sympathique. En fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup aimé Les Nouveaux Sauvages. Je trouve que c'est un super film. En plus, c'est ma copine qui me l'avait montré, ce truc-là. J'avais jamais entendu parler ni du réalisateur ni du film. Mais c'est vraiment super. C'est une compilation de 5 ou 6 courts-métrages. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 5 courts-métrages. C'est sorti il y a pas mal de temps, en fait. Il y a, si je ne m'abuse, presque 10 ans que c'est sorti, Le Nouveau Sauvage. Et c'est vraiment super. Si vous avez l'occasion de voir ce film-là, c'est top. Et étant donné que c'était le premier film que je voyais de ce réalisateur-là, j'ai eu tendance à me dire, tiens, là, c'est vraiment de façon absolument évidente un cinéaste à surveiller. Kissifron s'y pique pas mal. Elle est bonne. Je vais couper le mode lent. Je ne vois pas pourquoi il est là, alors qu'il n'y a aucune raison que vous soyez ralenti dans vos paroles. Je le mettrai si jamais. Hop. Clac, clac, boum. Ça marche. Voilà. Donc oui, c'est celui qui commence dans l'avion, exactement. C'est tout à fait celui qui commence dans l'avion. C'est 2014, Le Nouveau Sauvage. Donc ouais, ça fait quand même 9 ans, quoi. Et du coup, là, c'est pas son deuxième long métrage, qu'il en avait fait 2 avant, mais que j'ai pas vu, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est son dernier long métrage. Il n'en a pas fait depuis. Enfin, entre Les Nouveaux Sauvages et celui-ci, il y en a pas. Donc ça fait 9 ans. Et je crois que celui avant Les Nouveaux Sauvages, c'était aussi genre 9 ou 10 ans avant. Donc c'est un cinéaste qui a déjà genre 50 piges, quoi, mais qui fait un film de temps en temps, quoi, un peu quand il a le temps. Voilà. Et du coup, je vais immédiatement vous montrer, hop, si j'y arrive, si tout se passe bien. Voilà, To Catch Killer. Est-ce que le son fonctionne ? Bien sûr que non, puisque j'ai pas mis le son. Voilà. Alors, pam. Et là, vous comprenez immédiatement le lien avec Zodiac, évidemment, devant ces plans de feu d'artifice. Voilà, donc To Catch a Killer, c'est le titre américain, enfin c'est comme ça, c'est le titre le plus générique que je pense j'ai jamais entendu de ma vie, mais après tout, pourquoi pas, sinon ça s'appelle Misanthrope en vrai. Alors je mets lire en boucle et je fais ça et je coupe le son et je remets ma tête et je mets évidemment en bas ça, comme ça vous avez des images du film qui défilent pendant que j'en parle. Donc en gros, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte pas l'histoire d'un ro. Ça raconte l'histoire donc ça se passe dans la ville de Baltimore. Et ça raconte l'histoire d'un tueur de masse en fait qui commet une tuerie au fusil sniper, où en fait il tue aléatoirement des gens lors de la fête du Nouvel An en fait, qui descendent des gens sur un toit, sur plusieurs toits en fait, un peu de façon complètement aléatoire. Et du coup on va suivre la keuf qui va être plus ou moins recrutée, qui à la base est une flic qui travaille pour la ville de Baltimore, mais qui va être plus ou moins recruté par le FBI pour bosser sur ce tueur-là. Voilà, et ça va parler de sa relation aussi avec son patron. En l'occurrence, qui est ce monsieur-là. Voilà. Alors, c'est vachement sympa. C'est moins cool, je trouve que... Attendez, je vais essayer de vous mettre le truc... Non, de couper les sous-titres, en fait. Ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est un film super sympa. Alors, par rapport au Nouveau Sauvage, c'est quand même beaucoup moins surprenant et beaucoup moins, original. Parce que le Nouveau Sauvage, comme je vous l'ai dit, c'est une espèce de compilation. C'est un film anthologique de courts-métrages qui sont mortels. Il y en a vraiment des complètement ouf. Qui, en plus, avait je trouve qu'il y avait ce côté dans le Nouveau Sauvage où toutes les histoires étaient cool, quoi. Ce qui est souvent très rare dans les films comme ça anthologiques et qui sont en fait des compilations de courts-métrages. Là, elles sont vraiment toutes à peu près à un pied d'égalité, en mode elles sont toutes cool. Tout le monde a sa préférée, mais moi je trouve qu'elles sont toutes vraiment hyper chouettes. Et là, du coup, il va sur un terrain, Zifron, qui en fait est, j'allais dire, beaucoup plus balisé, puisque c'est vraiment un thriller, je vais dire fincheresque, mais c'est pas lui non plus qui invente ça, mais je veux dire, on est dans un truc typique à la Seven avec un tueur, quoi, qui se planque, et une enquête relativement galvaudée, quoi, en plus avec cette espèce de ritournelle de la jeune flic, enfin du jeune flic, qui fait équipe avec un vieux flic, et évidemment il y a ce gimmick
qui est pareil du personnage qui a une intuition, du keuf qui a une intuition pour choper le criminel parce que le keuf est un peu fucked up, quoi, comme le criminel, et que du coup, il se sent un peu proche de lui, et c'est ça qui va lui mettre la puce à l'oreille, et qui va donc... voilà. Bon, c'est hyper convenu, en fait. C'est assez surprenant pour un cinéaste qui, du coup, ne fait que... Moi, j'ai beaucoup aimé le film, hein. Mais c'est assez surprenant pour un cinéaste qui fait finalement si peu de films, le fait qu'il porte son intérêt sur une histoire qui, somme toute, quand je vous la raconte comme ça, en tout cas, a l'air aussi banale finalement, aussi déjà vue, et du coup, on est légitimement en droit de se demander, mais qu'est-ce qu'il a pu trouver dans cette histoire, en fait, de si intéressant, quoi. Moi, je trouve ça très bien, pour plein de raisons différentes. Je trouve qu'il y a quand même des défauts, et ça me plaît nettement moins que Les Nouveaux Sauvages, quand même. Il y a des trucs que je trouve un peu moyens, et ça a beaucoup à voir avec le scénar, en fait, avec l'histoire qui est racontée. Mais je trouve quand même que c'est intéressant. Bon. En gros, le film, il démarre vraiment sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire que le début du film, je le trouve absolument... Bon, j'ai l'impression de dire ça tout le temps depuis Beau is Afraid, mais le début du film, je le trouve mortel. Ça commence donc par, évidemment, la tuerie de masse en question, autour de quoi tout va tourner. Donc, en gros, cette scène de snipe, qui est, je trouve, vraiment virtuose, quoi, hyper intelligente, parce que du coup, tu reçois... il le fait pendant les feux d'artifice du 1er janvier, donc du Nouvel An, et... il tue des gens de façon complètement aléatoire, et donc tu ne vois pas le tueur, tu es juste en présence de gens qui fêtent le Nouvel An sur leur terrasse, et qui aléatoirement, et donc c'est des groupes de gens en fait qui font la fête, et qui aléatoirement se font buter par le tueur, quoi. Et il y a quelque chose vraiment de brillant dans la façon dont c'est filmé. C'est vraiment, on est sur la brèche, quoi, parce que du coup tu ne sais absolument pas lequel des personnages va se faire buter, et tu ne sais absolument pas, étant donné que tu as systématiquement des explosions, en fait, ça joue pas non plus sur le côté un peu jumpscare du boom qui va frapper, parce que tu as des explosions totales, puisque ça se passe pendant un feu d'artifice, quoi. Suite à ça, il y a tout le début du film, juste ces morts-là sont vraiment brillamment filmés, c'est génial, et on retrouve le style en plus de Damian Sifron. C'est super. Tout ce qui s'enchaîne en fait de la première nuit, etc., c'est super. Avec, on le voit, par exemple, une explosion, et le fait que la jeune flic du coup se retrouve dans l'appartement dans lequel il a commis les meurtres, etc., qu'elle s'imagine plonger. Après, tu as tout un jeu avec... elle fait un malaise en fait dès lors qu'elle arrive sur les lieux, disons, les lieux du crime, quoi. Du coup, tu as tout un jeu de mise en scène hyper intéressant avec, quand elle se réveille, on lui demande de suivre le doigt. Du coup, la caméra suit le doigt du médecin, et ça te montre toute la scène de façon vraiment genre assez brillante. Et quand tu vois le début du film, en fait, tu te dis, ah, c'est génial. C'est hyper ludique dans la façon dont c'est montré. C'est pas pour autant si vulgaire que ça, parce que ça pourrait être un peu racoleur finalement, parce que c'est quand même, ça reste des meurtres, quoi, du coup. Mais en fait, non, je trouve que c'est fait avec suffisamment de simplicité, quoi, d'élégance, pour pas que ce soit racoleur du tout. C'est vraiment bien fait. Le personnage a l'air hyper intéressant immédiatement. Tu te dis, tiens, on va s'intéresser à quelqu'un qui quand même a l'air vraiment fragile. Donc voyons comment ça se passe, quoi. Elle va être confrontée à cette espèce de saloperie de tuerie de masse, quoi, qui est quand même un truc hyper hardcore. Et ensuite, il y a quand même, il faut le dire, une redescente, je trouve, un petit peu. Il y a des moments, alors en termes de mise en scène, il y a plein de moments hyper intéressants, et toujours c'est super appliqué, ça se voit qu'il y a énormément de travail en termes de montée de tension, etc. Il y a des moments vraiment malins, notamment cette scène-là, par exemple, dans le centre commercial. Il y a des moments juste de pure contemplation où tu la vois un petit peu dans la piscine et tout. Enfin, il y a plein de... Cette scène-là aussi est cool. Il y a plein de trucs hyper intéressants. Et le gros truc, en fait, on comprend ensuite pourquoi, je pense, le réal s'intéresse à ça, qui est vraiment quelqu'un de très estimable, hein. Si vous avez vu Les Nouveaux Sauvages, vous savez que c'est quelqu'un qui sait tout à fait ce qu'il fait, qui est quand même quelqu'un qui est en maîtrise du cinoche. Enfin, il sait faire des films, quoi. Sans aucun doute. Et même quand on voit celui-là, on voit que c'est maîtrisé. Mais il y a un côté très... j'allais dire Verhoeven. En fait, il y a un côté très... étant donné qu'il est argentin, là, c'est une production qui est vraiment... c'est fait aux États-Unis et tout. Et ça parle beaucoup de la société américaine, et on comprend, en fait, au fil du film, que je pense, ce qui l'a intéressé au travers de cette histoire, c'est justement de réinvestir une histoire, somme toute, très classique de polar, de thriller, qui aurait pu être, dans les années 90, quelque chose de très commun, et de le traiter comme un pamphlet métaphorique sur l'état des États-Unis, en tout cas aujourd'hui, quoi. C'est parce que en fait c'est complètement ça le truc, parce que très vite on se rend compte que
À l'exception du coup de c'est un trope assez classique, mais on reviendra là-dessus, mais très vite on se rend compte que du coup les autorités, à l'exception de ce flic, de cette flic, pardon, et de son supérieur hiérarchique, qui eux sont à peu près dans le vrai, quoi. C'est-à-dire ils sont à peu près consciencieux, ils veulent bien faire le travail et arrêter le mec. Le reste de toute la hiérarchie est très défaillante, en fait. Et ils poussent même les flics et les agents du FBI à faire des erreurs de façon quasiment consciente, en fait. Donc ça montre toutes les défaillances, en fait, des structures hiérarchiques de la police, etc., de façon très un peu trop, même parfois évidente. Et il y a cette espèce de nécessité de la part de cette hiérarchie-là et de tous les personnages qui sont dans le faux, en fait, autour des personnages principaux. Il y a cette nécessité de se raccrocher à des branches de ce qu'ils connaissent, puisque très vite, ils essayent d'accuser un éventuel potentiel acte terroriste à la Daesh, puis des extrémistes dans l'autre camp, donc des suprémacistes blancs, des trucs un petit peu, ils essaient de résoudre en fait cette enquête avec des outils en fait de sociologie classique commun, quoi. Et en fait, alors, j'essaie de pas spoiler, donc comme d'habitude je suis un peu peut-être confus, mais suivez-moi, ça vous allez comprendre. On comprend petit à petit que ils sont dans le faux par rapport à ça, et que en fait ce qui est à chercher est quelque chose de beaucoup plus fondamental dans la représentation du mal. C'est une représentation du mal qui relève plus de la philosophie que de la sociologie, et du coup ils sont dans il y a cette critique en fait de cette simplicité à essayer de trouver des méchants et à se coller à des archétypes. C'est d'ailleurs plus ou moins dit explicitement dans le film par un des personnages, essayer de trouver des archétypes sociologiques à la source du mal, alors que en fait, et le titre Misanthrope du coup est très bien pour ça, c'est un peu con d'avoir changé ça en tout cas Chuck Killer, mais en fait le mal réel est quelque chose qui est pas, comme on peut l'imaginer au début du film, quelque chose de vraiment de psychologique ou de psychiatrique, mais quelque chose de vraiment quasiment philosophique et beaucoup plus fondamental. En fait, il y a une idée du mal qui est beaucoup plus un produit d'une époque tourmentée que ce que que les cases dans lesquelles on essaie de faire entrer cet assassin pendant tout le film. Donc, moi, je pense que c'est ça en fait qui intéresse le réalisateur, qui du coup s'inscrit effectivement, je citais Verhoeven, mais dans une liste de cinéastes non américains qui viennent aux États-Unis pour produire en fait des critiques assez acerbes, parfois même un peu pamphlétaires de la société américaine contemporaine. Donc, en cela, c'est quand même un film que je trouve très intéressant, et du coup, pour ça, je le recommande vraiment vivement. Si vous l'avez pas vu, c'est un film récent, et c'est super, au-delà du fait, comme je l'ai dit précédemment, qu'il y a une vraie sérieuse maîtrise de la mise en scène, et que du coup, parce qu'il faut pas oublier ça, un polar aussi très efficace, quoi. Je veux dire, ça fonctionne très bien, les personnages sont très bien, les acteurs sont très bien, en plus, sont peu connus, enfin, les acteurs secondaires en tout cas sont peu connus, et je trouve que tout le monde s'en sort vraiment très très bien. Il y a des points de tension à des moments pertinents du film, même si on comprend très vite en fait que tout ça est un jeu de fausses pistes, enfin que parce que en fait la quasi-totalité du film c'est les héros, les personnages principaux qui disent mais non, on va pas quand même faire ça, on sait que c'est faux, mais du coup ils sont obligés de le faire pour respecter la chain of command, la hiérarchie du truc. Ils sont obligés de mettre la pression sur des gens qui ne sont visiblement de façon évidente pas les responsables des tueries, quoi. Donc en ça c'est peut-être un peu décevant, j'imagine, pour des gens qui voudraient juste une intrigue un peu plus classique où les personnages avancent vers la vérité, quoi. Là ils sont systématiquement retenus par leur hiérarchie, et du coup il y a ce côté peut-être un peu frustrant dans la progression des personnages du film. Mais ça reste des scènes de tension, de thriller qui sont hyper valables, hyper intéressantes, qui certes sont peut-être référencées par, qui lorgne du côté du passé souvent. Enfin, je veux dire, il y a du Fincher dedans, évidemment, il y a plein de trucs qu'on a déjà vus, mais quand même, il y a des idées de mise en scène qui sont nouvelles, il y a un type de cinéma qui est actuel. Dans l'image, on peut s'en rendre compte dans ce que vous voyez, qu'il y a quelque chose de très actuel dans la façon dont c'est filmé, dont c'est éclairé et tout. Donc ça vaut le coup. Le gros défaut, c'est qu'en fait, du fait de ce jeu d'analogie, de métaphores, etc., il y a quand même... comment dire, il y a
il y a pas des facilités scénaristiques, mais c'est-à-dire qu'en fait, comme il a envie de montrer que les personnages, les patrons du FBI, machin, etc., ont juste envie de notoriété, parce qu'ils ont envie d'être ceux qui ont résolu rapidement l'affaire, etc., ce qui est un trope très commun qui existe dans à peu près tous les polars de ce type-là. Parfois, il a tendance à pousser un petit peu trop le truc, et du coup, ça fait des séquences assez grotesque. C'est-à-dire que, alors, je sais pas à quel degré c'est vrai, je ne travaille pas au FBI, je n'ai jamais vraiment travaillé au FBI. J'imagine qu'il y a des cons comme ça dans la hiérarchie qui disent vas-y, clôt l'enquête rapidement, arrête ce mec-là, on dit que c'est lui, et puis merde. Mais il y a un moment dans le film où ça devient un peu ridicule, quoi. Il y a un moment où tu fais, mais ça se voit que c'est pas lui, genre vraiment tout concorde pour dire que c'est pas lui. Je suis pas flic du FBI ni rien, mais je veux dire, c'est évidemment pas lui. Et en plus, non seulement c'est pas lui, mais même si tu voulais juste l'arrêter pour manipuler l'opinion publique, pour te débarrasser, tu sais que ça va se savoir à un certain moment. Tu sais que tu vas avoir. Donc ne fais pas ça. C'est-à-dire que les personnages sont de façon beaucoup trop évidente incompétents. Et pas les personnages principaux, évidemment, mais les personnages tout autour. Et du coup, ça fait des conflits hyper classiques de thriller que vous avez vu 1000 fois. Pareil, c'est genre putain, vous comprenez pas, c'est pas lui, machin, etc. Vous l'avez vu sans. Mais là, c'est genre. C'est évident, c'est évident quoi. Je veux dire, ce n'est évidemment pas ça qu'il faut faire. Et les personnages principaux passent leur temps à leur dire mais si on fait ça, on va avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes. Il ne faut pas faire ça. Mais genre 4-5 fois dans le film, t'as la hiérarchie qui dit non, il faut faire ça et tout. Arrêtez, vous êtes vraiment nuls. Et du coup voilà. Donc parfois c'est un peu débile à cause de ça, je trouve. Voilà, sorti de ça, c'est super cool. Mais il y a ce problème-là qui est au cœur du film et qui fait que c'est pas du tout une déception parce que j'ai quand même pris un super. Mais venant de quelqu'un qui a fait un film que j'estime beaucoup et que je trouve super. Et en plus, quand tu m'aimes, sans le comparer à ce qu'il a fait précédemment ou même à d'autres thrillers, simplement la maîtrise de son format et du genre qu'il déploie en fait dans ce film-là, parfois est un peu en contradiction, je trouve, avec certaines facilités scénaristiques qui vraiment qui sautent aux yeux de temps en temps et où tu as envie de dire bon quand même. Sinon voilà, les acteurs sont super, la lumière est top, la mise en scène est cool, c'est plutôt un polar hyper chouette à suivre avec des jolies scènes et il y a un traitement en plus du tueur étant donné qu'évidemment tout repose, ça c'est très commun aussi dans ce type de cinéma là, mais tout repose sur évidemment un jeu de deux personnages miroirs, c'est-à-dire tu as le méchant et le gentil et en fait ils ne sont que les deux faces d'une même pièce, ça c'est un truc effectivement très commun et plus l'intrigue se prolonge, plus le personnage principal du flic va plonger dans une espèce presque d'obsession sur le tueur, machin, etc. Et du coup, ça va le rendre encore plus proche du méchant, mais c'est bien mené là. C'est pas si, pour le coup, c'est pas ça qui saute aux yeux comme un truc un peu trop évident ou un peu débile ou quoi. C'est plutôt bien mené, si bien que à la fin en fait, parce qu'elle aussi a des problèmes qui sont mis en parallèle avec, elle a des problèmes psychiatriques en fait, qui sont mis en parallèle avec le tueur. Mais en fait, à la fin, il y a une forme d'empathie qui se crée pour l'assassin, dont je ne dirai rien évidemment, puisque ce serait vous gâcher le plaisir ou vous spoiler le truc. Mais vous vous doutez bien qu'à un moment du film, on le voit en tout cas. Et au final, en fait, on se rend compte, déjà, c'est une super performance de l'acteur qui l'interprète, mais on se rend compte qu'il y a une certaine empathie quand même qui se crée par rapport à ce mec-là qui est considéré comme un monstre, quoi. Et ce qui va me faire aussi une transition par rapport à d'autres films dont je voulais parler lors de ce stream, et ça va être un peu une thématique chelou quoi, mais il y a une forme d'humanité quoi dans ce personnage là qui est intéressante, qui est risquée, ne serait-ce que moralement, parce que c'est quelque chose que j'imagine on peut très facilement reprocher quelqu'un qui en plus tue de façon complètement indiscriminée, c'est-à-dire qu'il a vraiment juste l'idée de tuer des gens quoi. Mais c'est bien mené pour que quand même ce personnage là soit pas juste comment dire, une coquille vide sur laquelle on projette ce qu'on considère mauvais dans le monde. Il y a quand même une forme d'empathie, donc c'est un film qui est en fait à l'échelle un peu humaine, donc c'est cool quoi. Donc moi je vous le recommande en tout cas, ce film là, c'est intéressant. Je suis désolé Karim, mais plus tu parles de ce film, plus j'ai l'impression d'avoir vu ce film des centaines de fois. Oui, en quelque sorte. Franchement, en vrai, c'est pas très original, c'est juste bien mené quoi. Après, tu sais, tous les films du monde, on les a vus 1500 fois en vrai. Ils se répètent. Et il y a nombre de films, je pense, que je vais évoquer, qui vont vous rappeler ce film, lors de ce stream, hein, je parle, mais qui vont vous rappeler ce film-là. Bon. Mais en tout cas, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Et à l'aune de ce qui se fait, en tout cas en ce moment au cinéma, genre, ça m'a pas énervé comme Scream 6. Voilà. Donc c'était Misanthrope. Et en fait, en voyant ce film-ci, alors attendez, je vais relire un petit peu. C'est très critique de la société américaine, dit Ghost Quicos. Oui, de façon vraiment presque limpide en fait. Parfois, il y a un jeu de métaphores qui se met très vite en place et tu comprends très vite ce qu'il veut dire. Mais c'est pas relou, voilà. Voilà. Oui, j'ai déjà parlé de Boys Afraid. C'est fou, ça vous intéresse Boys Afraid?
C'est peut-être une... Non, c'est parce que oui, c'est parce que Harry Astor vous l'aimez bien. C'est normal. L'histoire absolument éculée et très américaine de l'individu spécial qui surpasse l'institution en termes de résultats et d'efficacité, rompiche. Alors ouais, mais oui, mais ça c'est, j'allais dire, c'est des... Comment dire, là tu parles d'archétypes que moi j'aime transcender, enfin que c'est pas le cœur du film, c'est pas grave, c'est parce que oui effectivement il y a puis pareil la dynamique entre vieux flic jeune flic, c'est un truc que tu as déjà vu un milliard de fois aussi, mais c'est pas très grave ce truc là, je trouve ça plus cool que de faire un remake d'un film d'horreur des années 80 et tout. Voilà. Donc du coup, alors les subs, je remercierai après. Je vais finir cette première partie parce que comme je vous ai dit, cette première partie en fait parle. Je vais évoquer deux films. Le deuxième, je vais l'évoquer assez rapidement. Peut-être que je reviendrai dessus, un de ces quatre, quand j'aurai un peu plus révisé. Mais c'est pas un film que je connais tant que ça. Enfin, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'adore, que je trouve excellent. Mais j'ai pas révisé. J'ai pas lu quoi que ce soit sur le film et tout. J'ai pas vu d'autres trucs. Enfin, quand je fais ça, j'aime bien lire, voir un petit peu d'autres films du réal et tout. Enfin, revoir d'autres films du réal. Là, j'ai pas fait cet effort-ci. Donc, du coup, je vais juste l'évoquer. Mais en fait, en voyant ce film-là, je me suis souvenu justement d'une question que vous me posiez en live et en me demandant c'est quoi ton premier film préféré. Et il y en a un qui m'est pas venu à l'idée, qui m'est pas venu à l'esprit tout de suite. Même si c'est pas mon premier film préféré, c'est quand même un premier film que j'adore. Et en fait, j'ai juste un doute à savoir si c'est le premier ou le deuxième. Mais on va considérer que c'est le premier. Faites comme si c'était le premier. Je vais boire un peu de ce délicieux thé. Mais c'est qu'en fait, ce film-là, Misanthrope, met en scène un tueur de masse qui utilise un fusil sniper. Et donc, ça m'a fait penser au premier, ou peut-être au deuxième, mais je crois vraiment que c'est le premier, j'espère ne pas me tromper, film de Peter Bogdanovich, qui est du coup Targets. Donc, je vais vous parler de Targets, ce super film, qui est 1968, c'est ça, trailer. Voilà, et on va regarder la bande-annonce, et ensuite je vais vous expliquer pourquoi je trouve ce film super, et c'est une façon pour moi de vous le recommander aussi, parce que c'est vraiment hyper top chouette. Voilà, c'est super cool, ça date de 1968, et on va le regarder ensemble, on va regarder la bande-annonce ensemble, et on en discute. Alors, à ma grande surprise, en fait, la bande-annonce est très peu représentative de ce qu'est le film. Ou en tout cas, elle est représentative de ce qu'est la moitié du film, de façon assez curieuse, mais en même temps, pourquoi pas. Donc ça, c'est un super film. Si vous avez l'occasion de voir Targets de Peter Bogdanovich, son premier ou deuxième film, c'est vraiment super. Donc alors j'ai pas le Blu-ray, mais Peter Bogdanovich, vous le connaissez parce que c'est le réalisateur de la dernière de Last Picture Show, qui est considéré comme son chef-d'œuvre et qui est absolument super. Mais là, du coup, en fait, alors. Je crois que c'est Joe Dante que j'ai entendu raconter cette anecdote sur la genèse de ce film-ci, qui est qu'en fait ce film naît donc c'est produit par Roger Corman, évidemment. J'ai déjà parlé de Roger Corman dans mes vidéos, donc je vais pas revenir sur qui c'est un producteur de films, quoi. Et donc il avait sous contrat Boris Karloff, qui est du coup que vous connaissez parce que c'est Frankenstein, mais pour plein d'autres trucs aussi. C'est un grand acteur classique du cinéma américain, Boris Karloff. Et du coup il l'avait encore sous contrat pendant je sais plus combien de temps, pendant encore un petit peu. Il avait la possibilité de lui faire tourner un film. Et donc, Corman a demandé à Bogdanovich, donc vas-y, fais-moi un film où il y a moyen de mettre un peu Boris Karloff vite fait. Genre, on tourne juste rapidement les scènes de Boris Karloff pour pouvoir le foutre dans un film, et comme ça, on a bien, jusqu'à la moelle, on a profité du truc, quoi. Et en fait, du coup, il a fait... Ok, je trouve une idée et on met Boris Karloff. Alors c'est pour ça que c'est curieux, c'est qu'en fait on le voit pas dans la bande-annonce, à ma grande surprise. Je m'attendais à voir Boris Karloff, mais il est dans le film, il est dans la moitié du film, quoi. Et en fait, l'intelligent, alors c'est un tout petit budget, hein. C'est vraiment pas cher parce que c'est une production Corman, donc ce sont des séries B, voilà, sans grande prétention en fait, quoi. Mais là, il a, je trouve, une idée qui est brillante, qui est absolument géniale. C'est en fait comment dire, c'est d'utiliser Boris Karloff dans un rôle qui est semi-biographique, en fait, qui est quasiment... il joue un... Alors putain, j'ai oublié son blaze. Je crois qu'il s'appelle Orlok, en référence à Nosferatu, justement. Il s'appelle Orlok, je crois, dans le film. Et en fait, l'idée, c'est que Boris Karloff, dans le film, joue un acteur spécialisé dans les films d'horreur un peu old school gothique. Donc c'est un film qui sort en 68 et t'as Boris Karloff qui joue et qui maintenant est relégué plutôt à des séries B. Donc le film commence, t'as Boris Karloff, donc Orlok, mais en gros c'est Karloff, quoi, qui est sur le point d'entamer un nouveau tournage
On voit que c'est une ancienne star de 20-30 ans plus tôt et que là, il est complètement sur le retour, il est à la fin de sa carrière. Il doit jouer dans un film réalisé par un jeune réalisateur donc des années 60 quoi, qui doit un petit peu rebooster sa carrière, qui est moins en mode horreur gothique à la papa à l'ancienne et tout, et donc et Karloff en fait il a une espèce de prise de conscience où il dit mais je veux plus jouer dans j'en ai marre du cinéma quoi. Il laisse tout tomber, il laisse tout en plan, il dit voilà certes j'ai peut-être signé mais je m'en fous, faites-moi un procès, je m'en bats les couilles, et il arrête sa carrière quoi, ce qui fout la merde du coup, donc c'est pas du tout ce que vous voyez. Vous avez l'impression que je décris un autre film, mais en fait c'est vraiment ça. Target, c'est la cible en français je crois, et du coup il fait ouais j'arrête ma carrière, je me casse, je vais faire autre chose, j'en ai marre, voilà, je fais plus peur à personne. Et en fait il y a ce discours là de Karloff qui dit en gros les vieux films d'horreur avec des ghouls, des vampires, des zombies et des Frankenstein, ça fait plus peur à personne parce que maintenant les gens, il y a des tueurs en série, il y a des mecs qui tuent des gens et tout, et donc du coup mon type de cinéma d'horreur, bah, ça fait plus peur quoi, ça n'effraie plus personne. Et en parallèle on voit donc ce mec là dont je sais plus, je connais même pas l'acteur en fait, je sais même pas dans quoi il a joué d'autre, mais il y a ce gars là donc qui est comment dire, un Américain moyen, tout ce qu'il y a de plus random, mais qui est un vétéran du coup du Vietnam, qui du coup souffre de traumatisme, de PTSD quoi en gros, qui est dans une famille très ricaine en mode ils ont des flingues et tout, et du coup ils s'entraînent à tirer et tout, et il pète un câble à un moment, il se met à tuer des gens, il commence par sa femme et sa mère en fait, il assassine et il va comme ça avec un fusil de sniper buter des gens, et tu le suis pendant sa course meurtrière, et évidemment les deux histoires donc vont s'entrecroiser, ce qui est hyper intéressant parce que du coup ça fait un film complètement métatextuel, à la fois sur la carrière de Karloff, mais encore ça c'est même pas ce qui est intéressant, mais surtout sur cette transition du cinéma disons d'horreur et de ce qu'est la peur quoi au cinéma, entre lui qui va représenter une autre forme d'horreur beaucoup plus réaliste mais qui n'est pas encore établi au cinéma finalement tant que ça, parce que c'est 68, donc du coup on est encore très loin du cinéma finalement des années 70, qui vont être à la Craven ou à la comment dire, à la Toby Hooper ou des trucs comme ça quoi. Donc on n'est pas encore complètement dans ce délire là en termes de cinéma, mais il est vraiment un peu le représentant d'une nouvelle forme d'horreur qui en fait est une espèce d'incarnation des traumatismes de la guerre du Vietnam, slash JFK, parce que du coup il a un sniper. Et du coup c'est vraiment c'est super bien parce que alors je vais pas spoiler en fait, mais évidemment il y a cette idée qui en fait maintenant, et je m'en rends compte, est très tarantinienne en fait. Si vous avez vu Once Upon a Time in America, ça peut vous faire in Hollywood pardon, ça peut vous faire grave penser à ça, parce qu'il y a cette espèce de croisement entre des personnages qui bossent dans l'industrie du cinéma, mais des versions fictives de personnages qui bossent dans l'industrie du cinéma, qui vont du coup entrer en collision avec l'horreur réelle de vrais meurtres qui se produisent dans la diégèse du film quoi. Donc le concept il est mortel, il est hyper intéressant, en plus c'est cool dans la façon dont c'est fait, je trouve ça très bien filmé, il y a des scènes très intelligentes en termes de mise en scène, vraiment stylées, notamment comment dire, dans la famille en fait, avant qu'il pète un câble, il y a des longs plans séquences où on va le suivre et tout dans l'appartement, enfin dans la maison dans laquelle il vit avec sa famille, avec ses parents et tout. C'est superbe, c'est superbe, pas en faire trop non plus, c'est un excellent film vraiment, et pour un premier ou peut-être deuxième parce que j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est un premier film de Peter Bogdanovich, c'est vraiment très impressionnant, voilà. Donc je vous recommande, si vous avez jamais vu Targets, la cible, c'est une tuerie totale. Alors, je lis un petit peu si vous avez eu par exemple des pensées par rapport à ce film-là ou pas du tout. Et il y a un truc très très drôle en plus à la fin de ce film que je ne vais pas spoiler. Mais il y a le moment où ils se croisent en fait, c'est parce que il y a tout converge vers le fait qu'ils se croisent. Je ne vais pas vous dire pourquoi, comment, mais il y a ça, tout va vers un moment en fait qui va faire se croiser les deux personnages principaux de ce film. Le moment où ils se croisent, étonnamment, même si en fait c'est assez dramatique, ce qui se passe en fait est vraiment très drôle. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais il y a aussi une super performance de Karloff, qui est une de ses dernières. Je sais même pas si c'est son dernier film ou pas, j'en sais rien. Mais c'est la fin de sa carrière en tout cas, et il a un moment il a un monologue en fait que pareil, je vais pas vous spoiler, que vous verrez par vous-même, mais qui est absolument superbe. Donc c'est un super film. Si vous l'avez pas vu, vraiment matez ça. Voilà, au plus vite, c'est hyper cool. Target, c'est une tuerie.
Nous dit Yoxotot, merci beaucoup à vous pour votre fantastique humour. Voilà. Dans la bande-annonce, il dit From Peter Bogdanovich of The Last Picture Show. Donc c'est son deuxième nom. Ah non, non, The Last Picture Show, c'est sorti après. Je sais plus l'année de sortie. Non, non, c'est même pas. Je crois qu'il y en a entre les deux en plus. Hein. Attendez, je vais vous trouver cette information. Pourquoi il n'y a pas écrit en gros la date de sortie des trucs? À chaque fois, je galère pour trouver le truc. 71. Donc ouais, c'est 71, donc c'est 3 ans après. Donc, et oui, il y en a eu entre les deux. Non, non, c'est pas à ça que je pensais. Mais il y a des versions, il y a des films bis de ouf, parce que Corman, il faisait tourner ses réals un peu sur tout et n'importe quoi. Donc il y a des films que j'ai même pas vus, hein, mais qui de Bogdanovich en tout début de carrière, qui peut-être prédatent Target, je sais pas. Mais après, c'est le premier, je pense, dont on se souvient, quoi. Ah, c'est moi qui ai dit Target, c'est une tuerie. Putain, j'ai fait un jeu de mots involontaire. Bah écoute, je suis un super blagueur. Voilà. Non, mais je pense du coup que cette bande-annonce a été faite en fait après la Picture Show, du coup. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites d'intéressant? Vous me dites quoi? À propos de petit budget, j'ai vu Dark Star de Carpenter il y a pas longtemps. C'est de la bombe. Je le conseille à tous ceux qui l'ont pas vu dans le chat. Un film 100% affranchi des contraintes des producteurs avec de vrais morceaux d'amour dedans. Dark Star, c'est super. Après, c'est compliqué. Peut-être je ferai un truc sur Darkstar. C'est pas complètement un film de Carpenter en fait, mais et il y a des trucs où tu fais bon, c'est un peu étiré, je trouve. Mais c'est très drôle en tout cas, c'est très marrant et c'est un prototype d'Alien en fait pour ceux qui ont pas vu ce film-là. Karim, grâce à toi, j'ai découvert The Thing. De rien. Et juste, waouh, les mouvements de caméra, l'acting, big up aux chiens, incroyable. C'est très fort ce qui se fait avec les chiens. L'ambiance, les effets spéciaux, tout est ouf. Une créature plus redoutable et oppressante qu'un xénomorphe. Il fallait le faire. Cœur sur toi. Oui, c'est fantastique. Hein. Toujours, si vous n'avez pas vu The Thing, c'est un des meilleurs films de tous les temps. Voilà, donc du coup c'est ma recommandation du moment. Il y en a plusieurs, il y en a deux en fait, des films que je voudrais vraiment vous recommander. Il y a celui-ci et du coup ça fait 1 heure, donc c'est cool, pile poil, c'est super. Je sais même pas si on va faire une pause bande-annonce ou si on va... parce que je vais faire une pause où je me balade sur YouTube comme je fais d'habitude, mais en fait je pense qu'on va attendre la fin de ce stream. Je vais immédiatement faire une transition schlag. Mais néanmoins intéressante, donc... J'ai répondu à cette question qui m'a été posée la dernière fois, c'est-à-dire un très bon premier film. Voici un très bon premier film. Qui, du coup, est à rapprocher, encore une fois, de Misanthrope que je vous recommande. Ah oui, et juste un truc, dans ce film, il y a des extraits de celui-ci. Le Château de la Terreur, qui à la base ne s'appelle pas le Château de la Terreur, qui s'appelle, je sais plus comment, L'Halluciné, je crois, un truc comme ça, mais qu'ils ont renommé le Château de la Terreur, qui est du coup le film précédent, non, un des films précédents. C'est réalisé par Roger Corman et c'est avec Boris Karloff dedans. Et Jack Nicholson. Donc ce film-là représente aussi le croisement de deux générations. Voilà. Je vous en parle pas parce que je l'ai pas revu depuis une éternité, donc on s'en fout. Mais bon, voilà. Et du coup, l'autre film, alors l'autre question, pardon, à laquelle je voulais répondre. Je vais juste par contre faire un... Est-ce que la deuxième heure va être un très bon dernier film? Non, ça va être un très bon film tout court. C'est The Terror, effectivement. Alors attendez, je vais juste faire des remerciements parce que j'ai vu que vous êtes très généreux et ça me touche énormément. Merci beaucoup. Ça me touche de partout comme ça. Putain, j'ai un bouton. Merci beaucoup à tous. Vous êtes très généreux et très sympathiques. Juste, je fais donc une pause remerciement et on repart. Franz, merci beaucoup à toi. T'es trop mignon. C'est ton 30e mois d'abonnement. En plus, t'es là depuis perpète, j'ai envie de te dire. Merci à toi, Sean Paul Jartre, pour le sub. Tu me dis, c'est ton anniversaire de sub. Tu dis salut tout le monde, salut Karim, salut à toi, Sean Paul Jartre, tu déchires. Stress et paillettes, merci infiniment à toi pour ton 4e mois de sub. Artaros aussi, tu dis bonsoir Karim, bonsoir tout le monde. Je t'embrasse très très fort. Merci infiniment à toi, KLG aussi pour ton prime. Merci à Nazoom81. Merci à Tonton Keus pour le 6e mois. Tu me dis quoi? Tu me dis salut tout le monde, salut Karim, merci pour toutes les recommandations. Je découvre plein de trucs que j'apprécie ou pas. Écoute, l'important c'est de découvrir des trucs, c'est ça qui est sympa. Merci à toi, Kamesen Nin, qui me dit hello, quel plaisir de te suivre, du contenu de qualité. Tout le plaisir est pour moi aussi. Merci beaucoup à toi pour ton 7e mois de sub. Merci à Lucky Chronos, je t'embrasse très fort. Merci à Sopirate, merci à Thomayem, merci à Letzu, qui me dit les fameux sourcils, Boris. Il a des beaux sourcils. Merci à toi, Gros Quick Forever, aussi pour le sub que tu offres à Zarom, donc toujours Moraz. Je sais pas si tu voulais faire Mozart à l'envers, mais raté. Mais merci beaucoup à toi, Gros Quick, et bienvenue à toi, Zarom. Qui, à son tour, rebalance le sub qu'on vient de lui offrir à Barbac. Donc, bienvenue à toi, Barbac, et merci infiniment à toi, Zarom. Je te fais des gros bisous. Merci à toi, Vladimiatine, aussi pour le sub. C'est ton 9e mois. On a donc un enfant. Et merci à toi, Enil44, pour le sub. Tu déchires.
Voilà. Donc, tout ça pour dire que donc, la première partie est terminée. Karim, tu parais pressé. Non, pas tant que ça, c'est juste que je parle très vite tout le temps. Je fais même pas exprès, mais c'est une vraie malédiction, hein, tu sais. Donc, du coup, le second film dont je voulais parler, qui est en fait le troisième, parce que du coup, j'en ai déjà fait deux. Mais donc, le troisième film dont je voulais parler, c'est en fait quand on m'a demandé cite-moi un bon film noir ou un film noir intéressant ou un des meilleurs films noirs de tous les temps. Effectivement, j'ai lancé l'Ultime Razia un petit peu sorti du chapeau, quoi, parce que je me suis dit, bah tiens, c'est celui auquel je pense, parce que je regardais du Kubrick à ce moment-là. Mais en fait, j'ai un super film à vous faire, je pense, découvrir, parce que je suis pas certain qu'il soit connu. Et en plus, c'est un film d'un réalisateur que j'adore et qui est en train petit à petit, parce que c'est pas la première fois que j'en parle en stream, je parle régulièrement de ce cinéaste-là dans mes lives récemment. Je sais pas trop pourquoi, ça m'a pris un peu comme une envie de pisser. Mais plus le temps passe, plus je commence à considérer ce cinéaste comme un de mes cinéastes préférés, vraiment de tous les temps. Plus le temps passe, plus je comprends l'importance en fait historique aussi qu'il a eu dans le cinéma et que je perçois en fait tous les cinéastes qu'il a influencés. En fait, j'adore ce cinéaste-là. Et ce film-là dont je vais vous parler, en fait, n'est pas forcément son plus connu, même si, bon, ça, pour ceux qui connaissent le réal, il peut être relativement connu. Merci beaucoup à toi, Fiores Curda, pour tous les beats que tu viens de m'envoyer en pleine gueule. Tu dis j'ai eu l'occasion récemment de voir découvrir Boiling Point, filmé en un seul plan séquence, qui repassait dans mon cinéma. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas vu. Est-ce que tu as apprécié? Connais-tu des films équivalents en un plan? Alors. Oui, on va en évoquer un. Tiens, un film en un plan, justement, qui a un rapport avec le cinéaste dont je vais parler immédiatement. Mais non, et vous le coupez dans le teasing. Oui, désolé, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir cette réponse. De quel film je parle? Est-ce que vous pouvez le deviner? D'un film d'un cinéaste dont j'ai beaucoup parlé récemment, et c'est un film noir. Voilà. Est-ce que vous avez une idée du film dont je parle? Ce n'est pas La Corde, mais La Corde a un rapport avec un film du réalisateur dont je vais parler. Ce n'est pas Spawn. Je ne sais pas pourquoi Spawn. Non, ce n'est pas Spawn. Non, pas La Corde. J'ai pas beaucoup parlé d'Hitchcock. Faudrait, peut-être. Je parle pas assez de Hitchcock. Ce n'est pas La Corde. Le film dont on va parler n'est pas en un seul plan. Mais La Corde est effectivement le film en un plan qui était lié au réalisateur dont je vais parler. Mais ce n'est pas un film d'Hitchcock. Ce n'est pas La Ficelle non plus. Ce n'est pas Morbius. Ce n'est pas un film de Kurosawa, même si Kurosawa a un lien avec le réalisateur dont je vais parler. Ce n'est pas Orson Welles, mais Orson Welles a un lien avec le réalisateur dont je vais parler. Hitchcock, ça veut dire Zizi qui gratte. Oui, je l'ai beaucoup fait. Non, ce n'est pas Série Noire, mais c'est génial, Série Noire, si vous ne l'avez pas vu aussi. Ce n'est pas John Ford. J'en ai parlé plusieurs fois de ce réalisateur quand même. J'ai évoqué nombre de ses films. Ce n'est pas Billy Wilder, ni Martin Scorsese, ni Todd Phillips. Pourquoi Todd Phillips? Est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort, le réalisateur. Mais je demande le titre du film, carrément. Ah, vous n'allez pas l'avoir. Et vous savez quoi? Ce n'est pas Le Limier, qui est un film que j'adore aussi. Ce n'est pas Alex Proyas. Pourquoi Alex Proyas, oui, pour Dark City. Non, ce n'est pas Les 7 mercenaires. C'est pas La condition de l'homme. Tout ça est super. Je connais que des réals vivants, dit un barbu. Non, ce n'est pas Le Grand Sommeil. Ce n'est pas La sextape de Paris Hilton. Ce n'est pas Louis Feuillade. Je pourrais parler de Louis Feuillade. J'aime beaucoup Louis Feuillade. Je viens juste de recevoir un coffret Blu-ray de Louis Feuillade avec Les Vampires et Fantomas. Donc on pourra parler de Louis Feuillade si vous voulez plus tard. Ce n'est pas Sidney Lumet, pourtant c'est un cinéaste que j'adore. Ce n'est pas Max Pécasse. Et vous savez quoi? Là, tout ça, parce que vous me citez d'excellents réalisateurs. Je suis fan de Clouzot, il n'y a pas de problème, vous me dites Clouzot, j'adore. Ce n'est pas Abel Gance non plus, mais ce n'est pas Le Privé. Vous citez vraiment des gens. Vous êtes déjà, vous y connaissez en cinéma parce que vous citez des gens très respectables. Ce n'est pas Chinatown ni De Palma, non. Et ce n'est pas Peter Bogdanovich dont on vient de parler. Mais c'est fou parce que ce n'est pas Corbucci non plus, ni Al Ashby. Putain, c'est fou, vous citez Al Ashby avant le réalisateur dont je suis en train. J'adore Al Ashby, mais ça n'a rien à voir. Alors, le réalisateur dont je vais parler, dont je vous ai déjà parlé, du coup, mérite en fait que j'en parle beaucoup plus souvent, puisque c'est effectivement, et je défendrai ça bec et ongle, l'un des plus grands réalisateurs du XXe siècle, d'aujourd'hui, de notre époque, et
Alors je me rends compte qu'en fait, il n'est pas si connu que ça finalement, parce que il vous vient pas du tout à l'idée. Après, on n'a pas beaucoup d'indices. C'est vrai, mais vous me citez plein de gens, tu vois. Peut-être que vous l'avez cité et que je l'ai pas vu parce que ça défile trop vite. Mais vous citez plein de gens, je veux dire, qui sont en fait moins, enfin dont les films sont moins connus que ceux du réal dont je parle et qui sont. Ah non, ça m'intrigue. Alors du coup, ça veut dire que même parce que dans le réal dont je vais parler, dans le milieu, disons cinéphile, il est plutôt très connu, surtout en ce moment. Mais il a très longtemps été, comment dire, déprécié ou comment, peut-être pas non plus. Il a beaucoup été critiqué. Ou même pas vraiment, il a beaucoup été ignoré en fait dans sa carrière et critiqué finalement aussi à un certain degré pendant un peu méprisé aussi effectivement Dreamline, tu vois. Mais en vrai, depuis quelques années, j'avais l'impression, parce que j'entendais beaucoup de gens en parler, qu'il était remonté, c'est pas James Mangold du tout, qu'il était remonté. Oui, bien joué les mondes de Eston. Je parle évidemment de Richard Fleischer. Merci beaucoup à toi, dont j'arrête pas de vous parler en plus. C'est fou parce que même, donc bien joué, tu as gagné rien, puisqu'il n'y avait rien à gagner, mais quand même tu t'es exprimé parce que en fait, j'arrête pas d'en parler de Richard Fleischer. Genre, j'ai parlé de 3 films de lui, je crois, dans le dernier mois en fait. Genre, j'arrête pas d'évoquer Richard Fleischer à tour de bras, et donc ça vous avait pas venu du tout à l'esprit, alors que effectivement, depuis quelques années, il est quand même revu vraiment à la hausse. Richard Fleischer, et je pense que moi ça devient petit à petit, là il y a peu j'ai pas vu du tout toute sa filmographie, il m'en manque plein à mon avis, mais j'arrête pas de me dire qu'il faut que je me fasse un intégral en fait de Richard Fleischer, parce que plus je pense à ces films, plus je me dis putain, le mec il est dans le turfu de ouf quoi. Je trouve que c'est un putain de cinéaste de malade, et c'est vrai qu'il a beaucoup été considéré, et tu le dis Dawaran 01 comme le roi des Yes Men. Et un peu, mais dans le bon sens du terme, je veux dire. Il faut quand même. Mais Karim, t'as vu toutes les infos que tu balances en 1 heure, même Rap God, ça va moins vite. Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai fait 2-3 streams où je parle pendant au moins 1 heure d'un film de Richard Fleischer, quoi. J'avais parlé de Terreur aveugle, See No Evil avec Mia Farrow, et j'avais parlé aussi de. Comment s'appelle ce chef-d'œuvre incroyable, Des flics ne dorment pas la nuit. Et le truc qui est hallucinant, c'est que le titre de mon stream, en fait, Les films ne dorment pas mardi, est une référence donc à un film de Richard Fleischer. Je vous l'ai pas dit parce que je me suis dit ce serait trop évident, mais L'étrangleur de Boston, oui, c'est tout à fait de lui, avec Tony Curtis. Ça aussi, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Et tu parlais un peu des Nouveaux Centurions. Oui, absolument, je parlais des Nouveaux Centurions. Est-ce que j'ai des exemples de bons films mosaïques? Oui, de films en mode un peu chronique. Alors, Les Nouveaux Centurions, donc ça n'existe pas. Les Nouveaux Centurions, c'est The New Centurions, mais en français, ça s'appelle Les flics ne dorment pas la nuit. J'adore comment il s'appelle, Shortcuts de Altman, dans le même délire. C'est vraiment, c'est super cool. Encore plus assumé dans le délire petit moment de vie, quoi. Et puis Magnolia aussi, que j'adore. Tu un shortcut bis. Mais alors, donc du coup, ouais, Richard Fleischer, c'est un cinéaste que je trouve brillant, et c'est bien que vous soyez. Je suis content en fait, parce que je sais que parmi vous qui me regardez, il n'y a pas que des cinéphiles. Et je pense que ce mec-là, il faut remettre. Parce que alors, je pensais que ça avait été fait, mais pas assez, visiblement. Conan le Destructeur et Calidor, ça fait mal quand même. Oui, mais ça va. Tu vois, genre, c'est la fin de sa carrière, c'est compliqué. Peut-être un jour, je vous ferai des longs streams. Non, mais vous savez quoi? Comme de toute façon, je vais être amené à revoir plein, à découvrir même plein de films de lui, parce qu'en fait, j'ai envie de me faire une intégrale, donc j'ai envie de voir tout ce que j'ai pas fait, tout ce que j'ai jamais vu. Le problème, avec Richard Fleischer, c'est qu'il a une carrière de ouf. Il a une carrière hyper longue, en fait, et il y a plein de films. Alors ça va, c'est pas John Ford, c'est une intégrale qui est à la portée d'un être humain, mais il doit avoir fait une 50aine de films, quoi. Et je pense, j'ai dû en voir peut-être 20 à peu près, des films de Richard Fleischer, donc il m'en manque plein. Là, je me suis commandé du coup des Blu-ray de films que j'avais pas vu de lui, genre Barabbas par exemple. J'ai jamais vu Barabbas, alors que quand je vois des images de Barabbas, je me dis putain, mais ça a l'air mortel. Pourquoi j'ai jamais vu ce film qui a l'air complètement ouf? L'histoire, elle m'intéresse de ouf, donc il faut que je vois ça. Donc là, j'ai commandé le Blu-ray. Par chance, en plus, c'est un réalisateur qui, aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été le cas, a des films qui sont en fait très accessibles, et notamment en France, et dans des éditions très correctes, qui sont distribuées en plus par des éditeurs sérieux, quoi, qui prennent les films au sérieux et qui donc mettent des super bonus dedans, et il y a des bonnes copies. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas vu ce chef-d'œuvre qui est Les flics ne dorment pas la nuit, qui est un de ses meilleurs films, qui est un film du début des années 70 dont je vous ai parlé avec George C. Scott, qui est un truc de ouf, le film il est trop bien, et vous allez voir le film, c'est un pur polar mortel. Il existe dans une
une très bonne édition chez Carlotta et dans un coffret qui, j'ai vérifié il y a peu, et moi je l'ai, mais je l'ai pas ici, mais je l'ai chez moi. Il m'a été offert en plus généreusement par Carlotta à l'époque de sa sortie, mais il est hyper cool. Il y a Les flics ne dorment pas la nuit, Terreur aveugle et Ten Rillington Place dans le même coffret. Franchement, en vrai, c'est 3 chefs-d'œuvre. C'est génial. Donc, je vais présenter Richard Fleischer parce que du coup, je me rends compte peut-être qu'il n'est pas assez connu. Donc, je vais continuer à faire sa pub stream après stream parce qu'en plus, ce qui est génial avec Richard Fleischer, c'est qu'il a une carrière, donc comme j'ai dit, qui s'étend sur 50 ans de cinéma. Il commence sa carrière genre au milieu des années 40 et il termine sa carrière au milieu des années 80, donc il brasse très très large. Et en plus, il fait des films ultra variés parce qu'il fait aussi bien des films à très gros budget, donc des blockbusters de ouf, que des petits films de série B vraiment plus... voilà, il fait des films très courts, des films très longs. Il fait des films, il officie dans tous les genres. Il a quand même un petit peu ces genres de prédilection, mais il va faire aussi bien du péplum que des trucs Heroic Fantasy, du coup Conan, etc. Il va faire des polars, il va faire des films, des purs films noirs, des comédies, des trucs. Il fait un film avec notre ami Charles Bronson. Avant, en plus, un justicier dans la ville. Donc, il officie dans tous les... Donc, en fait, on peut parler très longtemps de Richard Fleischer sans jamais parler du même type de cinéma et en amenant toujours des trucs variés sur différentes époques de l'histoire du cinéma, parce qu'il a toujours un peu été là, en fait. Il a couvert 40 ans de cinéma, il a toujours été considéré comme un mec qui fait le taf, et a raison, parce qu'il fait le taf. Donc, c'est vraiment le mec que des projets de commande, mais qu'il fait avec beaucoup de sérieux. Et moi, je m'en rendais pas compte, en fait, quand j'étais plus jeune, à quel point ce qu'il faisait était génial, et puisque j'avais pas vu tous ces films aussi, hein, et je suis encore très loin de les avoir tous vus, mais là maintenant plus le temps passe et plus je me dis mais le mec il faut vraiment genre le considérer pour ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment un des plus grands cinéastes de tous les temps, je trouve. Et peut-être ça va être l'occasion de vous expliquer pourquoi. En fait, à la base, je voulais juste vous parler d'un film qui est un excellent film noir, qui est vraiment un des meilleurs films noirs de tous les temps, selon moi, et qui mérite tous les égards. Il a travaillé dans l'animation. Alors, non, son daron, son père. Je suis pas sûr qu'il a travaillé dans l'animation, Richard Fleischer. Après, je connais pas tous ses films. Là, il y a pas si longtemps que ça, j'ai découvert un truc que j'avais jamais vu, je l'ai pas encore vu, parce qu'il est dur à trouver. Donc, mais c'est... Ah putain, j'ai oublié le nom. Avec Dennis Quaid, c'est un de ses derniers. Ah putain, c'est pas grave, j'ai oublié le nom. Mais je découvre encore des trucs que je savais même pas qu'ils existaient, quoi. Et du coup, ça a l'air pas mal en plus. Mais je crois pas qu'il ait fait de film d'animation, hein. Je suis désolé si je me trompe, mais je crois vraiment pas qu'il a fait ça. Non, mais Richard Fleischer, donc du coup, il est très connu pour son wiki dit que oui. T'es sûr que c'est pas son daron? Parce que c'est un fils de Richard Fleischer, c'est le fils de Max Fleischer, qui est qui est un des grands noms de l'histoire de La Force de vaincre, absolument, Gaelito 85, c'est ça, avec Dennis Quaid, mais que j'ai pas vu du coup, qu'il faut absolument que je mate. En fait, c'est le créateur de Betty Boop, son daron, absolument. Enfin, alors, je sais pas si ça existait avant, mais en tout cas, c'est lui qui a en fait un dessin animé. Popeye aussi. Les dessins animés Popeye, c'est son daron. Il s'est fait rincer par Disney, en fait, son père. Et putain, c'est intéressant d'ailleurs, il faudrait, parce que la figure du père est importante dans la filmographie de Fleischer. Il s'est fait rincer par Disney, en fait, son daron, Max Fleischer. Et sa carrière est morte à cause de la concurrence, en fait. Mais en fait, je vous ferai un jour, je vais pas trop parler de Max Fleischer, parce qu'un jour, je vous ferai un stream pour parler de la rotoscopie, qui est un procédé qui est très intéressant, qui est très important dans l'histoire du cinéma. Et Max Fleischer, le daron de Richard Fleischer, est un des inventeurs d'un procédé qui s'appelle le rotoscope. Donc, c'est un des pionniers, en fait, de la rotoscopie. Donc, un jour, je vous ferai un truc spécialement sur ça, où on parlera de comment du Seigneur des Anneaux et des trucs un petit peu foufou aussi de Richard Linklater. Mais où on évoquera peut-être plus Max Fleischer. Donc, son fils, Richard Fleischer, je suis désolé, je fouille dans mon esprit pour un film d'animation qu'il aurait fait, mais j'en ai pas en tête. Amityville 3D, le démon n'est pas un film d'animation. Non, ce n'est pas un film d'animation. Mais c'est un film sympathique. Parce qu'il est mal considéré Amityville 3D, parce que pour le coup, c'est un pur film de commande, et c'est un film d'horreur où il n'y a pas beaucoup d'horreur. Donc voilà. Mais en fait, je pense que Amityville 3D, tu le regardes, tu fais ouais, c'est pas ouf. Mais Amityville 3D, tu le regardes en 3D, ce que je fais régulièrement parce que j'ai une copie Blu-ray 3D. Et ben tu fais c'est pas ouf, mais c'est sympa en 3D. donc Amityville 3D, regardez-le en 3D. Déjà, il y a un truc un peu plus sympa, je trouve. Le truc, c'est qu'il est un peu anachronique. Amityville 3D, il ressemble à un film d'horreur qui date de 15 ans avant. Mais la fin de sa carrière, franchement, c'est dommage de retenir Richard Fleischer. Parce que quand vous parlez de lui, il y a des gens qui vont vous dire oui, mais vas-y, Conan 2, c'est pété.
pété. Calidor, c'est pas ouf. Alors qu'il y a des trucs sympas dans Calidor, ça c'est pas la merde du siècle non plus, quoi. Mais post-Mandingo, Richard Fleischer, c'est pas ouf. Mais parce que sa carrière, elle a été défragmentée, en fait. Après, tout ce qu'il a fait avant Mandingo, c'est super. Peut-être à une ou deux exceptions près. C'est vraiment des trucs d'exploitation peut-être un peu moins intéressants que d'autres, mais globalement, vous pouvez tirer de sa filmographie, je sais même pas, au moins 20 tueries totales pré-Mandingo, quoi. Alors non, il n'a pas fait d'animation, il a travaillé pour Disney, d'accord. Bah oui, il a travaillé pour Disney avec 20 milieux sous les mers. Je me fois où Karim prononce cette phrase, on est booké jusqu'à 2030. Le mec a une copie 3D d'Amityville 3D, absolument. El Pozo dell'Inferno, je crois que j'ai le Blu-ray espagnol. Mais alors, on s'en fout. Mais du coup, donc, tout ça pour dire que c'est un super cinéaste qu'il faut absolument, absolument remettre au goût du jour. Et genre, il faut redécouvrir sa cinématographie à l'aune de ce que c'est-à-dire un des plus grands cinéastes de tous les temps. J'ai l'impression qu'il a un peu le même statut que Mangold aujourd'hui, dit Andolini 40. C'est pas une mauvaise comparaison. Ce que tu dis, j'adore Mangold aussi. Je trouve qu'il est pareil, il est sous-estimé, un peu considéré comme un faiseur. Et il a aussi ses hauts et ses bas. Mais je pense qu'il y a. C'est pas le réalisateur de Soleil Vert. Si, absolument. Alors, en fait, donc ce mec-là, Richard Fleischer, donc c'est un fils d'eux, c'est le fils de Max Fleischer, comme j'ai dit, une légende de l'animation. En fait, il a commencé sa carrière, si je ne m'abuse, il a commencé avec du documentaire, en fait. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais il a été déjà un petit peu apprécié et respecté par le biais de son travail documentaire. Il commence vraiment sa carrière en fiction chez la RKO avec tout un tas de films noirs. Le film dont je voulais parler, en fait, est un de ces films noirs-là, qui date du début des années 50, je ne sais plus exactement quand, mais qui s'appelle... alors en français, c'est L'énigme du Chicago Express, Narrow Margin. L'énigme du Chicago Express, donc, est un film noir qui est merveilleux. Et donc, c'est le seul film dont je voulais parler aujourd'hui, mais je vais étendre un petit peu et je vais évoquer un petit peu vite fait, après la carrière de Richard Fleischer, vite fait, parce que je reviendrai sur d'autres de ces films lors d'autres streams. Mais le film dont je voulais parler aujourd'hui, c'est du coup L'énigme du Chicago Express, qui est, je trouve, un des meilleurs films noirs de tous les temps. C'est une balle de ouf. Donc si vous aimez le genre déjà et que vous l'avez pas vu, c'est un indispensable. Quand on me demandait, trouve-moi un film noir. Après, bon, voilà, il y a les classiques, les Fritz Lang, comment dire, les John Huston et tout, mais ça vous les connaissez. Celui-là, il est pas si connu que ça en fait. Je vais vous trouver la bande-annonce. Et ensuite, je vous dirai ce que ça raconte. Putain, j'espère que ça va pas spoiler de ouf. En fait, je suis en train de me dire ça parce que les vieilles bandes-annonces, elles ont tendance à vous raconter littéralement tout. Donc, je vais voir, je vais prendre un truc. Je vais essayer de prendre genre peut-être... Alors, attendez, il faut que je tape en anglais. Narrow Margin... Trailer. J'espère. Ah oui, ça a été remaké aussi. J'ai jamais vu le remake. Attendez, bougez pas. Non, celle-là, elle est en qualité dégueulasse. J'ai vraiment peur que ça vous spoil. Au pire, sinon, je la mets en petit en bas. J'en parle et vous voyez les images, mais vous savez pas de quoi ça parle. Allez, on va se dire ça parce que j'ai vraiment peur que ça spoil en fait. Donc, à moins de regarder avant pour la rendre spoil-proof, j'ai pas vraiment de moyen de le savoir. Donc, du coup, je vais juste vous la mettre en petit. Là, voilà, sans le son. Donc, du coup, vous regardez ou vous cachez le truc. Voilà. C'était honest trailer, absolument. Par contre, c'était réglo. Hein, mais parfois, en fait, les films de les vieux films, parfois il y a des genres, on vous montre l'abondance, il y a le dernier plan quoi. Je me souviens plus, mais je crois que c'était genre, c'était un carnet, je sais plus exactement, mais c'était peut-être Quai des Brumes, mais je crois qu'il y a genre dans la bande-annonce de Quai des Brumes, il y a genre vraiment la toute fin, je crois, hein, je sais plus, c'est peut-être un autre, je sais plus, mais bon, c'est pas très important. Andolini 40, tu dis au fait, j'ai vu Le Mans 66, j'ai pris une énorme claque dans ma gueule de connard. Écoute, c'est fait pour. C'est un film qui met des claques dans la gueule des connards. J'adore Le Mans 66. Je trouve même qu'il est sous-estimé alors que je le trouve absolument merveilleux, le Mans 66.